Bonjour, bienvenue à ce webinaire organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec la Direction régionale des finances publiques, où nous vous parlons aujourd'hui du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art. Vous avez sur le côté droit de votre écran un onglet questions sur lequel je vous invite à poser toutes les questions qui vous viennent. Nos interlocuteurs se feront un plaisir d'y répondre. Je laisse la parole à nos intervenants qui vont se présenter et vous parler de ce crédit d'impôt. Donc, bonjour, Madame Le Chevestrier, je suis la responsable de la cellule accompagnement fiscal personnalisé des PME pour l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, j'ai avec moi Monsieur Frédéric Charvet, qui travaille également au sein de cette cellule. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter le crédit impôt en faveur des métiers d'art, autrement appelé le CIMA. Dispositif assez ancien puisqu'il existe depuis 2006 et qu'il est prorogé, la confirmation qu'il est prolongé jusque décembre 2022. Donc, crédit d'impôt qui est destiné à soutenir la compétitivité et la capacité d'innovation d'entreprises qui détiennent des savoir-faire traditionnels. Crédit d'impôt donc qui permet essentiellement un allègement des coûts pour les entreprises et essentiellement des coûts salariaux, mais on le verra pas uniquement. Donc l'idée, c'est de vous présenter l'ensemble du dispositif, donc qui est, on va dire, comme une sorte de fusée à 3 étages, avec d'une part un premier étage qui serait est-ce que votre entreprise est éligible au bénéfice de ce crédit d'impôt. Deuxième étage de la fusée, si je puis m'exprimer ainsi, est-ce que les dépenses que vous envisagez d'inclure dans la base de votre crédit d'impôt, est-ce qu'elles sont effectivement éligibles? Et dernière étape, comment est-ce que vous déclarez, comment est-ce que vous calculez, comment est-ce que vous utilisez ce crédit d'impôt? Donc, sur la première étape et les premières réflexions qui doivent être conduites, c'est est-ce que votre entreprise est effectivement éligible au bénéfice de ce crédit d'impôt? Donc ça, c'est des modalités qui vont vous être exposées par Monsieur Charvet, sachant que la première des questions à vous poser, c'est déjà de savoir, et là elle est exposée en point 3, mais je pense que vous pouvez la mettre en point 1, c'est est-ce que votre entreprise est effectivement imposée au niveau de ses bénéfices? Est-ce qu'elle est imposée d'après son bénéfice réel? Voilà, ça, je pense que c'est la question essentielle et la première question à vous poser. Et après, éventuellement, s'interroger sur est-ce que votre entreprise est éligible parce qu'elle relève d'une catégorie éligible selon le législateur. Donc, est-ce qu'elle relève des métiers d'art? Est-ce que c'est une entreprise industrielle qui relève d'une certaine catégorie listée par arrêté ou est-ce que c'est une entreprise du patrimoine vivant? Et donc, tous ces éléments-là vous seront présentés ultérieurement. Et est-ce que cette entreprise, elle exerce par elle-même une activité qui est en soi éligible? Voilà, ça, c'est les 3 points, c'est les 3 points essentiels à se poser au départ. Et donc, je vais laisser Monsieur Charvet vous préciser ces éléments. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc, comme nous l'avons vu, à partir du moment où votre société est au bénéfice réel, on détaillera ça un peu plus tard, un peu plus avant, nous allons voir déjà, il faut connaître, il faut répondre à la question, votre entreprise est-elle déjà éligible au crédit d'impôt métier d'art, sachant qu'après nous analyserons donc les 2 autres points. L'entreprise exerce-t-elle une activité éligible et mon entreprise est-elle au réel? Sur la première question, donc mon entreprise peut-elle bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art? Il y a aussi 3 points qui peuvent être, disons, vous pouvez rentrer dans le dispositif via 3 accès, on va dire, 3 portes d'entrée. La première, ce sont les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un métier d'art représentent au moins 30% de la masse salariale totale. C'est-à-dire, prenons le cas par exemple d'un charpentier qui fait à la fois une activité, par exemple, pas de couverture, mais une autre activité qui ne serait pas éligible.
et de la charpente. On regarde si 30% de la masse salariale totale exerce bien de la charpente qui, elle, est considérée comme un métier d'art. La deuxième porte d'entrée, c'est les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, orfèvrerie, lunetterie, art de la table, jouets, facture instrumentale et ameublement, qui sont répertoriés dans des nomenclatures des activités et des produits qui sont concernés donc, et définis par un arrêté du ministre chargé de l'industrie. Alors, je vais juste apporter une petite précision par rapport à cet arrêté de 2006, puisqu'on voyait qu'il est quand même ancien, puisqu'il se rattache à l'origine du dispositif. Il se trouve qu'entre l'arrêté de 2006 et aujourd'hui, les nomenclatures ont changé. Donc, lorsque vous souhaitez savoir si vous êtes une entreprise industrielle et si vous êtes éligible et que vous vous rapportez à votre code d'activité, votre code NAF, faites attention de regarder sur Internet si effectivement il y a une concordance entre les deux codes. Souvent, ils se suivent à peu de choses près. C'est une petite déclinaison. Mais voilà, sachez qu'il peut y avoir une toute petite… Oui, il y a eu des harmonisations, notamment au regard des codes européens. Donc, effectivement, il y a des variations. On peut passer par des tables qui permettent effectivement de voir si les anciens codes correspondent aux nouveaux. N'hésitez pas à nous poser la question au besoin, nous y répondrons. Ensuite, la troisième porte d'entrée pour savoir si votre entreprise est éligible au crédit d'impôt métier d'art, c'est naturellement les entreprises dites du patrimoine vivant, donc label qui peut être attribué même si l'entreprise exerce une activité qui ne relève pas des métiers d'art définis par l'arrêté. Nous allons voir, puisque nous avons un petit focus sur les métiers d'art, pour savoir si votre société est, on va dire, catégorisée dans ces métiers d'art. Bon, alors certes, il y a effectivement l'arrêté que vous pourrez retrouver sur Légifrance à l'adresse qu'il vient de mentionner là sur le PowerPoint. Mais je vous invite à aller sur l'Institut, sur le site internet de l'Institut des métiers d'art, qui a fait un travail formidable, qui a catégorisé les différents domaines. Donc, il y a 16 catégories, 16 domaines d'activité dans lesquels sont répartis. Alors, les catégories peuvent être diverses et variées. Il y a l'ameublement, l'architecture, métal, restauration. Et au sein de ces catégories, il y a différents métiers avec des spécialités. Donc, comme on voit là, 198 métiers, 83 spécialités. Alors, par exemple, je prends encore le cas du charpentier. Il peut être charpentier avec la spécialité charpentier de marine, ce qui veut dire que les deux sont tout à fait éligibles, donc considérés comme métiers d'art et potentiellement éligibles dès lors que 30% de la masse salariale est bien affectée au métier concerné. Alors, je vois qu'il y a une question de monsieur, madame Fromentin, qui nous dit, vous indiquez entreprise industrielle, est-ce que ça exclut les entreprises artisanales? Non. Fort heureusement, les entreprises artisanales, c'est celles qui sont potentiellement le plus concernées. En fait, on a indiqué entreprise industrielle parce que, donc on vous disait, il faut être soit une entreprise qui exerce une activité de métier d'art, soit le deuxième secteur, c'est les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, etc. C'est pas tant qu'elles sont industrielles, c'est qu'en fait, c'est des entreprises qui font de la production de biens meubles corporels. Et donc, en réalité, c'est pas tant que vous soyez industriel ou artisanal, c'est-à-dire que si vous êtes industriel, mais on le verra plus tard, et que vous faites des productions de grosses séries, vous ne serez pas éligible. En revanche, une entreprise artisanale, oui. La seule chose, pourquoi il précise industriel, c'est par rapport à la notion de capacité de production et parce que ça exclut les entreprises qui font uniquement de la prestation de services pour cette deuxième catégorie. Donc, celles qui sont référencées par arrêté du 14 juin de 2006. Je ne sais pas si c'est très clair, mais… Je dirais que pour votre entreprise artisanale, généralement, la première chose à regarder, c'est quelle est son activité. Est-ce que son activité peut correspondre à l'un des métiers d'art tels que référencés par la fameuse liste dont on vient de parler. N'hésitez pas à nous en informer dans le chat. Ensuite,
Après avoir vu donc, ce qu'étaient les métiers d'art, donc, on a vu donc, que la fusée était dite à 3 étages. Hein. Ma société est-elle éligible? Est-ce que je fais donc, métiers d'art, les entreprises industrielles et naturellement les entreprises patrimoine labellisées patrimoine vivant. Deuxième chose, on va regarder si l'activité est éligible. Alors, donc, il y a deux choses, deux possibilités au niveau des activités éligibles. C'est votre entreprise exerce une activité de production de biens meubles corporels fabriqués en un exemplaire ou en petite série. On verra ces notions un peu plus tard, on les détaillera un peu plus tard. Ou, depuis le 1er janvier 2017, le dispositif a été étendu aux entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine. Voilà, donc deux portes d'entrée pour les activités éligibles. La production biens meubles, par exemple, enfin, en petite série ou en un exemplaire, ou alors les entreprises qui, oui, peuvent faire de la prestation de services, mais par contre, œuvrent dans la restauration du patrimoine. Voilà. Alors, juste un dernier petit point, nous l'avons mis en remarque. Les entreprises qui exercent une activité de production de biens meubles corporels fabriqués en un exemplaire ou en petite série, mais qui sont incorporés physiquement à un immeuble, sont éligibles au CIMA. Par exemple, un escalier, des sculptures, portails, etc. Donc ensuite, vous avez dit donc le troisième étape, et que moi je disais peut-être la première finalement. Est-ce que vous êtes imposé d'après le régime du bénéfice réel, donc que ce soit l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce que souvent, pour des petites entreprises artisanales, des auto-entrepreneurs, vous êtes au régime micro. Le régime micro-entreprise est exclu du bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art. Donc, il faut savoir notamment quelquefois aussi, et pas confondre, ce qu'on appelle le régime du mini-réel. Le régime du mini-réel que peuvent choisir certains entrepreneurs, qui vous permet d'être au réel pour la partie TVA, mais pour la déclaration de vos résultats, vous êtes toujours au régime micro. Dans ce cas-là, le régime micro, comme vous êtes au régime micro pour vos résultats, vous ne pouvez pas bénéficier du bénéfice du crédit d'impôt CIMA. En revanche, si vous êtes une entreprise située dans un bassin d'emploi et que vous bénéficiez d'une exonération d'impôt, votre bénéfice, il est imposé d'après votre bénéfice réel, si vous êtes imposé au bénéfice réel, mais c'est simplement une disposition particulière qui lui permet d'être exonéré. Donc, dans ces conditions, vous êtes éligible au bénéfice du crédit impôt recherche. Voilà, on voulait juste faire cette petite spécificité. Donc, effectivement, si vous êtes une entreprise au micro, vous n'êtes pas éligible. Donc, vous n'avez pas besoin de vous poser la question de est-ce que mon entreprise est éligible, est-ce que mon activité est éligible, est-ce que je fais des petites séries. Si vous êtes au régime micro, malheureusement, à ce jour, le dispositif vous ne pouvez pas en profiter. Donc, deuxième étape et deuxième étage de la fusée. Donc, est-ce que vos dépenses, est-ce que les dépenses que vous envisagez d'inclure dans la base de calcul de votre crédit d'impôt, est-ce qu'elles sont éligibles? Donc, on va parler essentiellement peut-être des salaires et des charges sociales, parce que c'est effectivement le poste de dépense qui est souvent le plus lourd pour les entreprises. Mais sachez que ce n'est pas le poste de dépense unique que vous pouvez inclure dans la base. Vous avez également les dotations aux amortissements sous certaines conditions, et également, alors certains frais peut-être un petit peu annexes, comme des frais de dépôt lorsque vous déposez une marque, lorsque vous déposez un brevet, des frais de défense pour des dessins, et également, vous l'indiquez, des dépenses d'élaboration qui peuvent être confiées à des stylistes. Voilà. Mais donc, en général, c'est plutôt le premier poste qui est mentionné. Alors, un exemplaire unique ou en petite série, c'est une notion qui peut être peut-être difficile à appréhender. Alors, là, c'est assez exhaustif finalement, mais les opérations de création d'ouvrages uniques, donc réalisées en un seul exemplaire ou en petite série, se définissent aussi en deux critères cumulatifs. Elle doit s'appuyer sur la réalisation
de plans, de maquettes, prototypes, tests, mise au point. Ça peut être des prises de cote ou des plans, enfin tout ce qui vient, tout le process de création qui doit être, je le précise quand même, dont la société peut quand même prouver effectivement le travail. Et l'ouvrage, donc, ne doit pas figurer à l'identique dans la réalisation précédente de l'entreprise. Par exemple, je fais 20 chaises ou 10 chaises une année. Je décide de les refaire finalement, car elles se sont bien vendues l'année suivante. Non, on considérera effectivement que c'est donc une série. Et autant les premières chaises, les 10 premières chaises de l'année N-1 pourront, disons, les heures, donc cette activité pourra être éligible effectivement au crédit d'impôt métier d'art. Autant, je dirais que les heures comptabilisées pour la création de ces chaises l'année suivante ne le sont pas. Sachant aussi que dans le premier critère, on vous disait un savoir-faire manuel particulier à l'ouvrage. Ça peut être le cas notamment, par exemple, sur un verrier qui n'a pas besoin nécessairement de faire des cotes sur un dessin sur son ouvrage. Et la réalisation de son ouvrage, en fait, elle participe d'un savoir-faire particulier que lui met en œuvre, qui peut être le seul en particulier à connaître. Et ce critère-là suffit à constituer la mise au point manuelle particulière à l'ouvrage. Je vois qu'on a une question de Madame Ceinturet. C'est une question, on ne va pas y répondre tout de suite parce que je pense qu'on y répondra un petit peu plus tard. Là, on va faire plutôt un petit focus sur la notion justement de création d'ouvrages uniques. Oui, voilà, comme on le disait tout à l'heure, l'ouvrage doit s'appuyer sur la réalisation de plans, de maquettes, prototypes, tests, etc. Mise au point manuel, donc sur la notion toujours de cette petite série. Donc, je voulais juste préciser que l'entreprise doit pouvoir justifier un travail de recherche, de création en amont de la production, qui se traduit donc par la réalisation soit d'un plan, prototype, test, mise au point manuel. Qu'est-ce que la notion de petite série? Ça s'entend d'une production, généralement, de quelques dizaines d'unités. Mais la jurisprudence a montré qu'effectivement, chaque produit étant différent, la notion de petite série peut varier. D'où l'intérêt, effectivement, parfois de se retourner vers l'administration fiscale pour lui demander son avis sur, effectivement, ce point. Toujours pareil, l'entreprise, comme dans n'importe quelle mesure, doit être en mesure d'apporter la preuve que la production de l'ouvrage n'excède pas certaines limites. Cette preuve, elle peut être établie par n'importe quel moyen, il faut que ce soit quand même relativement probant. Et juste un petit point, je peux exposer effectivement certains avis de la jurisprudence. Je voyais par exemple que la production en 50 exemplaires d'une chaise établie sur la base de maquettes, plans, et qui ne figurait pas, comme je disais tout à l'heure, à l'identique des productions des années précédentes, correspond à une production en petite série. La production d'une œuvre, par exemple, aussi, à base d'éléments en céramique, réalisée en 85 exemplaires numérotés, sur la base de plans, à la suite d'une mise au point, constitue aussi une petite série. De même, la réalisation d'un tissu long de 1000 mètres répond aussi à la définition de petite série. Voilà. En revanche, par exemple, pour donner un contre-exemple de ce qui ne serait pas de la petite série, on a eu de la jurisprudence sur des flacons de parfum qui pourtant étaient également numérotés. Il a été considéré que et pourtant le secteur d'activité de la parfumerie considère qu'une production à 1000 exemplaires numérotés, c'est constitutif d'une petite série. La jurisprudence, elle, a considéré que ce n'était pas éligible au bénéfice du crédit impôt métier d'art. On parlait également de petite série en termes d'unité. Le terme d'unité en lui-même, il peut être plus large qu'un élément. C'est-à-dire que si vous faites des arts de la table et que vous produisez un service, on ne va pas considérer que l'unité, elle est constituée par une assiette, un bol, et qu'un élément constitue une unité. En fait, l'unité, c'est l'ensemble du service. Voilà. Il peut y avoir des petites discussions. C'est pour ça que ça peut être intéressant de saisir l'administration lorsque vous avez un doute. Donc, de même, l'ouvrage ne doit pas figurer à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise. Donc ça, on l'avait vu.
Donc, ça peut être un changement de cote, par exemple, tout simplement, un changement de matériaux qui fait que, effectivement, le bien meuble est différent. Et l'ouvrage est réalisé. Non, plutôt, c'était la question, qu'est-ce qu'un ouvrage réalisé sur mesure? Donc, c'est un ouvrage qui est réalisé en un seul exemplaire, conformément à la commande d'un client, dès lors que les deux critères cumulatifs précédemment cités sont réunis, donc plan, les tests et donc la petite série. Voilà. Ensuite, comme on l'a vu, donc sont éligibles les activités, on va dire, de production de biens en petite série, ou alors les activités dites de restauration du patrimoine. Donc là, effectivement, autant le législateur, jusqu'en 2017, excluait, comme l'a dit Madame Le Chevestrier, les activités de prestation de services, autant dans le cadre de la restauration du patrimoine, il y a effectivement un petit changement de perspective, et ces activités, on ouvre droit effectivement à l'exercice de ces activités dans le cadre de la restauration du patrimoine. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'ensemble des biens immobiliers ou mobiliers qui relèvent de la propriété publique, privée, qui présentent un intérêt historique, artistique et archéologique, esthétique, scientifique ou technique, au sens du premier article du Code du patrimoine. Certaines questions ministérielles ont essayé de définir plus avant cette notion d'intérêt architectural ou patrimonial, et il ressort pour information du débat parlementaire que la notion d'intérêt architectural ou patrimonial doit être interprétée de manière assez souple. Alors, je vois qu'on aurait peut-être une question qui relève de ce domaine, donc de Madame Laprune, qui est tapissier d'ameublement. Où vous évoquez le fait de restaurer des fauteuils du même style, mais qui appartiennent à des clients différents. Alors, déjà, première question, je pense que tapissier d'ameublement, il faut voir si effectivement c'est une entreprise qui correspond à des métiers d'art. Il me semble que oui. Soit parce que vous êtes tapissier, ces métiers d'art, soit parce qu'on considère entreprise industrielle, mais je pense que vous seriez plutôt dans la catégorie métier d'art. Et ensuite, est-ce que votre activité, elle se rattache effectivement à une activité de restauration du patrimoine par rapport à ces fauteuils, ou est-ce qu'on vous rattache à l'activité précédente, c'est-à-dire est-ce que ce que vous faites, c'est de la petite série? Donc ça, il faut pouvoir l'analyser en fonction du dossier, c'est-à-dire est-ce que vos fauteuils, on peut considérer à chaque fois, est-ce que c'est de la restauration du patrimoine parce qu'ils présentent un intérêt artistique, esthétique, voilà. Est-ce que ça peut rentrer dans la notion de patrimoine? Si ça peut pas rentrer dans cette notion de restauration de patrimoine, il faut voir est-ce qu'effectivement on peut les faire rentrer dans cette notion de pièce unique. Ou petite série. Voilà, ou de petite série. Alors, je vous confirme effectivement, bien que le métier de tapissier d'ameublement est bien qualifié des métiers d'art. Vous retrouverez la fiche métier donc sur l'Institut des métiers d'art dans le domaine de l'ameublement et de la décoration. Voilà, donc pour cet exemple-ci, effectivement, votre entreprise est potentiellement éligible. Ensuite, on regarde si l'activité est éligible. Et comme le dit effectivement Madame Le Chevestrier, on va voir si, oui ou non, votre prestation, finalement, on va la regarder au sens de la restauration de patrimoine. Donc là, je vous encourage effectivement à faire une demande auprès de nos services. Donc, vous aurez le mail à la fin pour analyser ça et sécuriser l'opération. Ou alors, est-ce que vous allez pouvoir ou non rentrer dans la catégorie de production de biens meubles? J'aurais tendance à dire qu'on pourrait analyser effectivement l'aspect patrimonial de la chose. Ensuite, on vous indique sur la notion de dépenses quels sont les montants de salaires et de charges qui doivent être retenus. Donc, ce sont les salaires et les charges
sociale des salariés. Alors, pas de l'ensemble des salariés, ce sont uniquement les salariés qui concourent à la création des ouvrages qui sont éligibles ou des salariés qui participent à de la restauration du patrimoine. On avait évoqué le cas d'une entreprise qui, par exemple, ferait une activité qui serait à la fois constitutive de métier d'art avec une production en petite série et une partie qui serait peut-être plus industrielle avec une base plus large. Dans ces cas-là, il faut faire une répartition et il faut répartir les salaires entre les deux activités. C'est pourquoi, même si ce n'est pas obligatoire, si vous envisagez de faire du crédit impôt métier d'art et que vous avez un peu une activité mixte, il faut pouvoir justifier, si on vous fait la demande, de comment vous avez utilisé votre crédit de répartition et comment vous avez comptabilisé les temps et comment vous avez affecté le temps de vos salariés. Puisque c'est ce qu'on vous indique, c'est à vous de justifier, d'apporter la preuve du temps qui est passé par vos salariés aux opérations éligibles. Sachant pour la rémunération des dirigeants, est éligible uniquement la rémunération qui a la nature d'un salaire. Ce qui n'a pas la nature d'un salaire n'a pas à être pris en compte dans la base du calcul du crédit d'impôt pour les dirigeants. Les BNC, l'IC. C'était une petite subtilité. Ensuite, sur la détermination, le modalité de détermination et de déclaration du CIMA. Donc, on vous a mis un exemple de déclaration. Donc, on va vous expliquer un peu comment calculer et comment il est plafonné, ce crédit d'impôt, comment on l'utilise et sur quelle déclaration vous devez l'effectuer. Alors, je dirais que ce n'est pas forcément le plus difficile. Nous faisons messe, effectivement, du total des dépenses éligibles. Donc, ça peut être effectivement… généralement, la grosse base, c'est la masse salariale, c'est les charges salariales. Ça peut être les amortissements, on en fait messe. Et il y a un produit à faire sur le crédit d'impôt, si vous voulez, est d'un montant de 10% du montant de ces dépenses éligibles, porté à 15% pour les entreprises qui sont labellisées entreprises du patrimoine vivant. D'où l'intérêt aussi de pouvoir bénéficier de ce label. Voilà. Une remarque est faite quand même sur les dépenses, que les dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans la base de calcul du CIMA et dans celle d'un autre crédit d'impôt. Il conviendra d'ailleurs pour l'entreprise de bien vérifier qu'une dépense n'est pas prise en compte deux fois. Bon, c'était surtout le cas auparavant, par exemple, avec le CICE, dont la base était elle aussi la base salariale, les charges salariales, et donc il ne fallait pas utiliser ces mêmes dépenses à la fois pour le CICE et le CIMA. Le crédit d'impôt, il est calculé par année civile. Ainsi, lorsque l'entreprise gère un exercice à cheval, le crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au cours de l'année antérieure, l'année civile donc écoulée. Le crédit d'impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. Et cette aide fiscale participe au plafond dit des minimis, plafond de 200 000 € d'aide, dite des minimis, qu'une entreprise peut recevoir sur une période de 3 ans consécutifs. Alors, je pense que là, on peut rebondir avec la question de Madame Ceinturet qui nous demande si lorsqu'on bénéficie d'une aide au titre du plan de relance sur les financements d'investissement productif, est-ce que cela est compatible avec le crédit d'impôt métier d'art? Je pense que si vous bénéficiez de ce type d'aide, il faut voir si cette aide, elle est considérée comme participant du plafond des aides dites des minimis, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que vous l'incluiez dans le calcul pour voir si vous n'êtes pas limité par ce plafond des minimis. Et sur le plan de relance, il faut voir également, je pense, comment est-ce qu'il est composé. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des éléments de dépenses que vous prenez dans le plan de relance qui seraient également comptabilisés dans le crédit d'impôt métier d'art? Je précise effectivement que la base est réduite de toute subvention qui aurait pu être apportée au crédit effectivement de la société. Alors, comment utiliser le crédit d'impôt?
Donc, le crédit d'impôt, il est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dus par le contribuable ou l'entreprise, au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été exposées. Il s'impute sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. La grosse question qu'on se pose en ces temps difficiles, c'est est-ce que si je n'ai pas suffisamment d'impôts, est-ce que l'excédent m'est remboursé? La réponse est oui. L'excédent non imputé est restitué à l'entreprise. Alors, attention quand même, lorsque notamment, donc là on vous a mis une petite remarque, lorsque vous faites partie d'un groupe d'intégration fiscale, c'est un petit peu particulier, vous pouvez être la filiale du groupe et générer le crédit d'impôt, mais ce crédit d'impôt est acquis à la société mère, c'est elle qui l'utilise pour payer l'impôt dû par l'ensemble des sociétés du groupe, et c'est à elle qu'il est restitué s'il y a un excédent. Donc, nous allons voir les obligations déclaratives. Donc, sur les obligations déclaratives, donc vous devez souscrire une déclaration particulière. Donc, on vous a mis les éléments d'identification qui vous permettent de la retrouver facilement en ligne sur le site impôt.gouv, mais également sur Internet. C'est une déclaration qui est à déposer dans les mêmes délais que votre déclaration annuelle, et qui doit être reporté sur une déclaration spécifique qui indique le montant des réductions que vous sollicitez. Il vous est rappelé que lorsque vous sollicitez le bénéfice du crédit d'impôt, vous n'avez pas à produire dans un premier temps de pièces justificatives. Tout comme lorsque vous faites une demande de crédit de TVA, vous n'avez pas à apporter tout de suite des pièces justificatives. En revanche, si l'administration vous sollicite pour vous demander des éléments justificatifs sur ce que vous avez déclaré, sur la façon dont vous avez constitué votre crédit d'impôt, à ce moment-là, vous devrez fournir les pièces justificatives pour justifier de l'éligibilité de vos dépenses, de votre activité, etc. C'est pourquoi on vous recommande fortement, si vous avez un doute, de pouvoir saisir la cellule d'accompagnement de votre région. Donc, nous, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est située à Lyon, mais il y a l'équivalent dans chacune des régions françaises, et vous retrouvez les coordonnées des services sur le site impôt.gouv. Je suis une entreprise, je veux être accompagnée. Vous avez les coordonnées de l'ensemble des services des autres régions. Vous pouvez de manière générale solliciter un rescrit, sinon auprès de vos services gestionnaires. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un service qui est gratuit. C'est un service qu'on peut vous apporter à tout moment. Et c'est un service qui vous apporte une sécurité juridique. C'est-à-dire que lorsque l'administration se prononce, alors ça peut être soit est-ce que votre entreprise est éligible? Est-ce que l'activité en soi est éligible? Est-ce que ce que je fais, c'est effectivement de la production en petite série? Est-ce que la dépense que je souhaite inclure dans le calcul, est-ce qu'effectivement elle est éligible? Est-ce que la quote-part que j'ai déterminée, la façon dont je l'ai déterminée, est-ce que vous considérez que ce ratio, il est justifié? Est-ce qu'il est bon? Une fois qu'on s'est prononcé sur cet élément-là, ça nous est opposable et c'est opposable aux autres services de l'administration. On ne pourra pas le remettre en cause dès lors que votre situation de fait n'évolue pas et dès lors que les textes n'évoluent pas eux-mêmes. Donc, voilà. Pour répondre d'ailleurs à certaines des questions, je dirais ainsi que autant les dépenses, effectivement, c'est amené naturellement à changer d'une année sur l'autre, autant la qualification de votre société, c'est-à-dire est-ce que ma société, elle est bien métier d'art, est-ce qu'elle est bien éligible, voire même est-ce que mes activités, si ça ne change pas spécialement, vous faites à peu près toujours la même chose, est-ce que mes activités sont éligibles? Ça, ce sont des choses qui très facilement peuvent être sécurisées par notre service. Donc, il ne faut surtout pas hésiter effectivement à nous saisir. Et je dirais que ça tranquillise, ça sécurisera un peu déjà les opérations. On peut réfléchir à des rescrits sur donc les différents étages de la fusée qu'on vient de décrire. Et donc, pour répondre à Madame Ceinturé, on ne peut pas se prononcer sur quelque chose qui vous a été peut-être indiqué auparavant par d'autres services. Voilà, ça c'est une décision qui a été prise. On ne revient pas sur ces décisions-là. En revanche,
pour l'avenir et parce que les textes, ils évoluent. Et donc, c'est pas parce qu'une situation, à l'instant T, il y a 5 ans, a été identifiée, comme peut-être on vous l'a indiqué, qu'elle est toujours la même aujourd'hui. Et donc, si aujourd'hui, vous avez une question pour vous assurer que votre entreprise est effectivement éligible, vous avez tout à fait la possibilité de nous solliciter pour savoir si votre entreprise, effectivement, est éligible. Et donc, on rappelle que normalement, les entreprises industrielles, la plupart des industriels supposent des réalisations en grosse série, et c'est parce qu'elles font des grosses séries qu'on les exclut du bénéfice du régime du crédit d'impôt. Voilà, c'est plutôt pour ça. Vous pouvez avoir une activité qui correspond ou être éligible parce que vous êtes entreprise métier d'art, mais si votre activité industrielle est telle et votre volume est tel, que vous êtes exclu du bénéfice du crédit d'impôt. Voilà, l'activité, petite série, ou alors restauration du patrimoine sur cet aspect. Voilà, donc on vous répète que vous pouvez nous solliciter à tout moment sur ce type de questions. Et donc, on vous indique les coordonnées de notre service si jamais vous souhaitez nous solliciter, mais vous pouvez également contacter la CMA, et notamment la CMA Lyon, avec laquelle nous sommes en partenariat, qui se fera le relais de vos éventuelles questions auprès de nos services. Voilà. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Nous allons repasser la main. Non.